Il y a le million je vois le million qui est tout proche, il est à portée de main. Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle interview, dans ce nouveau parcours d'entrepreneur inspirant. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui les amis, on a la chance d'accueillir Guillaume avec nous qui a réussi à créer plus de 150 000 € de bénéfices avec son business e-commerce et il a réussi à transformer ces 150 000 € en 800 000 € grâce au trading sur les crypto-monnaies pour au final, lors du crash et lors de la baisse des marchés, réussir à créer 300 000 €. Il a réussi à faire 150 000 en e-commerce, puis transformer en 300 000 grâce au trading. On va revenir du coup sur ce parcours incroyable d'un jeune homme uniquement de 23 ans et de tout ce qu'il a encore à faire demain, des galères qu'il a rencontrées sur son parcours, des 3 ans quasiment de désert qu'il a vécu quand il s'est lancé dans l'e-commerce. Bref, ça va être très très riche cette interview et j'espère que vous êtes bien accrochés. Les amis, comme d'habitude, on compte sur vous. Laissez un maximum de likes, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus de contenu, plus d'interviews d'entrepreneurs inspirants toutes les semaines et vous aider à développer un business, vous inspirer à créer une vie plus riche. Si vous ne faites pas encore partie de la tribu, rejoignez-nous. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. C'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on accompagne et on aide des entrepreneurs à développer un business qui les rend libres et à kiffer leur vie. C'est juste en dessous. Laissez votre lien, vous allez recevoir une série d'emails qui va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans la tribu. On est parti dans mon interview avec Guillaume. Let's go. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On est avec Guillaume aujourd'hui, du coup, un membre de la tribu, un membre de la team. Et on va revenir un petit peu sur son parcours, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a amené juste ici à Punta Cana, mon pote, dans les Caraïbes. C'est cool de pouvoir faire un podcast en live. Salut Guillaume, merci d'être avec nous. Salut Enzo. Comment tu vas? Plutôt très bien, on est pas mal ici à Punta Cana. On va leur dire tout de suite du coup de mettre un énorme 5 étoiles sur iTunes, de s'abonner sur YouTube, d'envoyer un maximum de force et de mettre un maximum de messages d'amour pour Guillaume juste en dessous, parce que c'est sa première interview et c'est pas forcément facile. Est-ce que tu te sens bien? Ouais, je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce qui t'amène ici? À Punta Cana, J'imagine. je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Enzo qui m'a dit de passer. Il a dit gamin, le mec. Il n'a plus aucun respect. Ça y est, une semaine, il a déjà pris la grosse tête, le frérot. En effet, tu es venu du coup passer un peu de temps ici avec nous. Qu'est-ce qui t'amène ici de façon plus globale du coup? Pourquoi est-ce que tu es derrière ce micro? J'en ai aucune idée. Bah ouais, j'en ai. C'est ce que j'allais dire. Mais du coup, tu m'as dit de passer. J'avais besoin de changement en Thaïlande. Du coup, quelques semaines ici, ça va faire plaisir. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau dans la vie, qu'est-ce que tu lui dis? Comment est-ce que tu te présentes? C'est une bonne question. Je voyage, je suis entrepreneur. Et voilà, ça s'arrête là. Justement, du coup, tu t'es lancé dans l'e-commerce en 2019. Je suis lancé peut-être fin 2016. Ça n'a pas marché pendant 3 ans du coup. Ok. Et depuis, C'est long. effectivement. Et ouais, depuis 2019, ça marche. On aura l'occasion d'en reparler. Tu t'es expatrié en 2020 en Thaïlande. 2021 du coup. 2021, tu as réussi à doubler ton capital grâce au trading de crypto-monnaies. Et aujourd'hui, tu es là en mode nomade digital après quelques péripéties cette année. On aura l'occasion de revenir sur tout ça dans le podcast. Mais avant ça, raconte-nous, c'est quoi ton rêve, toi, quand tu étais petit? Tu voulais faire quoi? Est-ce que tu voulais être pompier? Effectivement, il y a eu une petite période où j'ai voulu faire pompier. Oh, le Mais mot. ça a été beaucoup astronaute et pilote de chasse. Ouais, Voilà. pas mal, plutôt sexy. Et après, militaire. Militaire. Voilà. Ouais, effectivement, toi, ton délire, c'était C'est l'armée. de rentrer dans l'armée. Ah ouais. Raconte-nous. L'armée, pour moi, c'est toujours actuellement un truc qui m'attire. Je vois un avion de chasse, je vois un treillis, je vois un camion militaire, je suis en kiff. Du coup, ton rêve, c'était d'aller à l'armée, comme tu le disais. Quand tu vois un treillis, tu mouilles. C'est exactement les mots que tu as employés juste avant qu'on coupe ce podcast. Il t'est venu d'où, du coup, ce rêve d'aller à l'armée? Je pense qu'il y avait toujours un parti en moi parce que faire pilote de chasse, pompier, c'est assez quand même militarisé comme métier. Ok. Mais je pense depuis Charlie Hebdo, ça a vraiment changé de voir le GIGN rentrer. Au début, je voulais faire le GIGN. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire des opérations extérieures. Et du coup, je voulais rentrer dans les forces spéciales. Après, voilà. Et qu'en est-il alors, du coup? Qu'as-tu fait de ce rêve? Est-ce que tu as tenté ce rêve? Après mon bac, du coup, j'ai fait
sélection pour faire réserviste au début. Mes parents n'étaient pas du tout chauds que j'arrête mes études pour rentrer dans l'armée justement. Du coup au début j'ai fait on fait un an réserviste pour tester. Et après l'objectif c'était comme ça j'avais un bon dossier et de rentrer dans les FS parce que du coup la sélection elle se fait sur dossier, c'est assez rigoureux. Ok. Et du coup j'ai fait réserviste. La formation initiale s'est très bien passée, j'ai kiffé. Par contre après ça a été absolument à l'opposé de ce que j'imaginais. C'était quoi ta vision justement? C'était quoi tes valeurs, ta vision derrière le fait de rentrer dans l'armée? T'avais une idée pas mal arrêtée quand même de pourquoi est-ce que tu voulais y aller et de comment ça allait se passer? Beaucoup de respect, de rigueur, d'abnégation. Et en fait, c'était... Tu voulais sauver la patrie, frérot, dis-le. Exactement ça. Exactement, voilà. Peut-être un peu le héros, tu vois. Je pense qu'il y a ça. Et ça a été à l'opposé de ce que je m'attendais. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert du coup? Pas beaucoup de rigueur, beaucoup de... je vais dire bordel, tu vois. C'est très désorganisé. Très peu de respect. Au niveau des process, c'est absolument... pour faire des trucs simples, tu mets 1-2 heures, t'attends, ça avance pas, c'est long. Ok. Et peu de respect, très peu de respect. Envers quoi? Envers en gros, les soldats, envers les recrues, envers les toi, tu es obligé de respecter tes supérieurs, Mm-hmm. c'est la base. Par contre, tes supérieurs sont plus là pour abuser un peu de leur pouvoir que pour être le leader qui te lead justement, à mes yeux, c'est le rôle du leader. Tu es supérieur, mais tu as un rôle... T'as une responsabilité, et là par contre c'est juste pour donner des ordres, te dire va chercher mon café, et voilà, des trucs comme ça. Ok. Voilà. Donc grosse déception. Mauvaise expérience, ouais. Ouais. Et donc t'as fait combien de temps et t'as décidé de pas renouveler? Ton rêve est mort dans l'œuf un peu? Exactement, je suis resté 1 an et j'ai fait une rupture de contrat après. Et alors? Comment tu te sens après ce rêve de gosse qui finalement... Il y a toujours une partie de moi qui a envie de faire ça, même si au final je pense que ça me plairait pas. Il y a toujours une partie de moi. Et vaut mieux finalement que ça reste comme un espèce de rêve. Effectivement, sans peut-être courir après ou... C'est un peu à l'opposé de la vie d'entrepreneur. Quand tu es militaire, tu n'as pas le droit d'avoir de société, tu n'as pas le droit de plein de choses. Tu es censé être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, il y a quand même un manque de liberté qu'aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, j'ai. Pourquoi justement l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de gens qui entreprennent pour la liberté. Si on t'écoute, le côté militaire, c'est l'opposé de la liberté. Du coup, toi, c'est quoi ta raison? Pourquoi entreprendre? Je pense, avant, pour moi, il y a 2 possibilités. C'était soit le métro boulot dodo, le boulot classique, quoi, être employé, soit être militaire. J'ai choisi d'être militaire parce que c'était hors de question que je fasse employé. Et l'entrepreneuriat, ça rajoutait une 3e possibilité qui était bien plus sexy que être employé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu trouvais sexy dans le côté entrepreneurial? La liberté. C'est paradoxal, du coup, d'un côté, tu as envie d'être prisonnier d'un sergent caporal-chef. Être prisonnier parce que, ouais, il y a cette part, quand tu es militaire, d'abnégation, du coup, sacrifice de sa personne pour une plus grande cause, la patrie. Et là, j'avais mes rêves aussi. Et du coup, je pense que quand tu es entrepreneur, tu te permets plus de réaliser tes rêves, être libre, réaliser ses objectifs, ses projets, des trucs qui tiennent à cœur depuis longtemps. Voilà. C'était ça qui te drivait, quoi. Ouais. Et donc, du coup, parle-nous un petit peu de ton background, ta famille, de quelle typologie, on va dire, de famille tu viens, de quelle couche sociale tu viens. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est quelles croyances on avait mis dans ta tête en termes de succès, en termes de possibilités et en termes d'argent. Je viens d'une famille relativement aisée. Donc, je dirais classe moyenne haute. Mes parents ont toujours bien gagné leur vie, ils étaient ingénieurs. C'était pas très à l'aise avec l'argent, on va pas se mentir. C'était plus dans un milieu bobo, quoi. On a de l'argent, mais c'est quand même pas bien vu d'avoir de l'argent. On va pas rouler en Mercedes, on va plus prendre des voitures simples, pas montrer son argent. C'était beaucoup, faut faire beaucoup d'études. Dans le milieu, moi j'ai pas fait de bac S, pas fait d'études. C'était clairement assez mal vu de faire ça. Par ça, des croyances. Être riche. Par rapport au succès, par rapport à ce qui était possible de réaliser, par rapport à ce qui était normal de réaliser. Ce qui était normal, je pense, c'était entre 2 et 3 cas par mois. C'était quelque chose de normal et qui me paraissait très accessible, même quand j'étais gosse. C'était à peu près C'était le chemin moyenne, vers lequel tes parents attendaient que tu ailles, quoi. Exactement. Voilà. Et du coup, toi, tu vas pas suivre ce chemin, tu vas être un petit peu le vilain petit canard de la famille, tu vas faire un bac STI et puis tu vas vouloir partir à l'armée. Comment est-ce que ça va être vécu, cette forme de
rébellion ou cette forme de pas rentrer dans le moule qu'on a créé pour toi? Mes parents, ils étaient vachement contre l'idée de m'imposer en mode tu feras bac S, tu feras ça et après ça. Du coup, ils m'ont pas imposé. Mais il y a quand même. J'ai toujours le sentiment qu'ils étaient pas 100% OK avec le bac STI. Après, moi, j'avais déjà envie d'aller à l'armée à l'époque. J'avais absolument pas de vie de passer du temps à faire mes devoirs, à rentrer, à avoir des DM, des trucs comme ça à faire à la maison. Ouais. Du coup, le bac STI, c'était parfait parce qu'il y avait très peu de devoirs. Et du coup, je me suis retrouvé en bac STI. C'était facile pour moi. Et du coup, ça me permettait de m'entraîner, de me préparer pour l'armée. Voilà. Et est-ce que tu t'es déjà senti genre con, minimisé, où tu te dis t'emmerdes, toute ma famille fait des études, ça a l'air d'être c'est le mood normal chez moi et moi ça fit pas. Est-ce que tu t'es senti différent? Est-ce que tu t'es senti mis à l'écart? Peut-être un petit peu, je pense que c'est pas ma famille qui a fait me montrer. C'était, j'habite dans un petit village où justement c'était assez élitiste. Et c'est peut-être des parents de certains potes, quand ils apprennent que tu as choisi un bac STI, qui te demandent pourquoi. Comme ça. Je fais bah, c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de raison. Et La du coup à vérité, ce moment-là, comment tu te sens? Comment tu réagis? bon, tu te sens un peu con, on va pas se mentir. Parce que voilà, j'aurais clairement pu aller en bac S, un peu, sans souci. D'ailleurs, la plupart de mes professeurs n'ont pas compris pourquoi j'ai fait bac STI. Et je pense au début, c'est un peu. Ouais, tu te sens minimisé. Un peu du mal à l'accepter. Mais au final, ça s'est bien passé. Et t'as ton goal, c'est ça qui te rattache peut-être? Tu te dis ok, dans tous les cas je vais à l'armée, bah les Oui, couilles. voilà, c'était ça. Je vivais pour l'armée. Je me levais à 6 heures tous les jours. J'allais faire Tu te mon sport. préparais? Exactement. Bah, physiquement, c'était assez important. Vu que je voulais faire l'effort spécial, la sélection était assez difficile. Et donc du coup, tiens, c'est intéressant ça. Parle-nous un petit peu de ça, de à quel point tu vas te préparer alors que personne t'attend et personne ne te demande rien. Mais toi, naturellement, tu vas faire le 110% en anticipant pour te préparer mentalement et physiquement. À quoi ça va ressembler? Quand est-ce que tu vas prendre cette décision-là de te mettre une discipline de fer pour atteindre ton truc? C'est venu, je pense, très rapidement, quelques semaines à la suite de Charlie Hebdo. Je me suis mis à m'entraîner beaucoup trop. Je m'entraînais peut-être 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Ça n'a pas tenu très longtemps parce que bah, c'est pas tenable. Du coup, après, je suis revenu un peu à rythme, peut-être 5 ou 6 entraînements par semaine, de la course à pied, de la muscu, euh, porter des sacs sur des longues distances, voilà, ce genre de choses. Par toi-même. Oui, voilà. Bah, Pourquoi? parce que dans ma tête, c'était le genre de compétences athlétiques à avoir pour entrer en AFS. Ouais. Et du coup, c'était nécessaire d'être préparé à ça. Parce il y a très peu de places dans l'AFS, quelques dizaines par année, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, c'est quand même un truc qui attire. Donc, tu es face aux meilleurs gens en France. Donc, bah, faut être le meilleur. Comment est-ce qu'on explique une détermination aussi grande? Il y a des trucs, moi, qui m'interloquent. Je sais pas si ça se dit. Mais c'est ce truc où, en gros, de toi-même, tu vas créer une détermination qui n'a aucun sens, une rigueur qui n'a aucun sens, si, mais une énorme détermination, une rigueur de ouf. Tu vas te mettre à faire des exercices, à te préparer mentalement comme si tu allais être champion du monde pour préparer n'importe quel sport. Et cette motivation, elle est intrinsèque, quoi. Elle vient de toi, personne t'oblige, personne ne te demande rien, alors que tu n'as rien déployé comme énergie dans le circuit classique qu'on voulait pour toi. D'où vient ce déclic? Comment est-ce qu'il se crée? Comment est-ce qu'il se développe? Il y a plein de gens qui sont là en se disant le type est timbré, il se lève à 6 h du matin pour faire du sport alors qu'on lui a rien demandé. Et toi, tu avais l'impression que c'était la condition sine qua non normale de Guillaume qui a un plan qui va rentrer au FS, tu vois. Ouais, je pense que c'est le pourquoi il m'animait plus. À l'école, il n'y a pas de pourquoi, quoi. On me dit, bah, tu fais ça, ça, puis tu vois la suite, tu fais ton bac, après tu as tes études. Et au final, si tu n'as pas quelque chose qui t'anime au-delà de l'école, bah, tu n'es pas attiré. Et là, j'avais quelque chose qui me drivait. Et j'en rêve encore toujours. Des possibilités que t'apporte l'armée, des possibilités que tu n'auras pas dans le civil. Partir à la guerre, ça va paraître bizarre, mais c'est un truc qui m'attire toujours. Sauter en avion à 10 km d'altitude la nuit, c'est des choses qui sont peut-être faisables dans le civil, mais extrêmement difficiles. Alors qu'à l'armée, c'est des choses qui sont faisables. Tout ce genre de choses. Avoir on appelle ça un commando à l'armée, c'est un petit groupe de personnes qui est autour de toi. Tu passes ta vie avec eux, c'est tes frères d'armes. Un peu comme une famille. Alors ça, c'est des choses qui m'attiraient énormément. Mais très bien.
Qu'est-ce que tu te voyais faire du coup? Donc, force spéciale, on imagine. Mais plutôt, qu'est-ce que tu te voyais faire dans le sens, selon toi, c'était quoi le maximum? C'était quoi la vie rêvée que tu pensais, le jeune Guillaume pensait pouvoir se créer et obtenir? Du coup, toi, j'imagine que tout était centré autour des forces spéciales. Et donc, tu te voyais commando et. Voilà, bah, moi au début je voulais rentrer du coup militaire du rang, donc c'est tout en bas de l'échelle, Ouais. parce que j'estimais que ça servait pas à faire plus. J'aurais peut-être pu rentrer sous-officier avec mon bac, mais ça aurait compliqué les choses et je voulais aller plus vite à l'essentiel. Et au final, quand j'étais réserviste, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient directement sous-officier ou officier, mais qui n'avaient aucune compétence du terrain et qui étaient du coup des très mauvais leaders. Du coup, je voulais rentrer directement tout en bas de l'échelle. Et après, je savais que FS, tu fais pas ça pendant 40 ans. Hein. C'est quand même trop exigeant. Tu es en opération extérieure 6 à 8 mois dans l'année. Du coup, c'est difficile d'avoir une vie normale. Tu n'as pas de vie de famille. Enfin, même s'il y en a qui vont te le dire, je pense que c'est difficile de créer cette vie, avoir une femme, des enfants, même si c'est possible. Et du Mais coup, en je tout me cas, dis, pour toi, c'était ça, quoi. ouais, T'allais c'était être FS, et même si c'est de l'élitisme, t'allais l'obtenir sans exactement. problème. Voilà, T'allais le c'était faire. ça. Et même si bah, justement il fallait sacrifier cette vie normale, j'étais OK pendant. Au début, je pense que je voulais rester entre 10 et 15 ans, tu vois. Histoire, parce que quand tu as 35 ans, bah, peut-être que courir à droite à gauche partout dans le monde, te faire tirer dessus, c'est peut-être plus trop ton kiff. Mais voilà, jusqu'à 35 ans. Et après, peut-être c'est de faire plus carrière, monter les grades et voir. Je m'étais pas trop projeté plus loin que ça, je t'avoue. Mais c'est déjà pas mal. Du coup, c'est quoi les débuts dans l'entrepreneuriat? Raconte-nous un petit peu. Premier business, première vente. Comment est-ce que ça va se passer? À quel âge et pourquoi? Du coup, quand j'ai quitté l'armée, il y a eu un petit moment de flou parce que bah, j'ai arrêté mes études pour ça. C'était mon rêve et au final, bah, le rêve n'était pas très idyllique. Et du On coup, se relève vite de ça ou pas? ça a mis quand même quelques mois. Hein. Il y a quelques mois où j'ai pas trop foutu grand-chose, où j'étais chez moi et je foutais rien. Et je suis tombé sur le livre d'Olivier Roland. Euh, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, ce qui collait bien exactement à la situation. Le titre était parfait. Et bah, du coup, ce livre a apporté cette troisième possibilité de l'entrepreneuriat, justement. T'avais jamais pensé à ça avant? Non, Tu t'étais jamais. jamais imaginé C'était entrepreneur? pas possible. Il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille, pas autour de moi, pas dans mon village. C'était plus des cadres autour de moi. Et du coup, non, pas être entrepreneur. Et du coup, au début, bon, Olivier Roland est vachement axé infoprenariat. Mhm. Du coup, au début, j'étais parti sur ça. Je pense qu'il y avait, je me sentais pas à l'aise dans aucune niche de faire l'infoprenariat. Mhm. Et après, du coup, il y a eu le e-commerce qui était arrivé. Et du coup, quelques mois après, j'ai commencé à prendre ma première formation e-commerce et à essayer de faire mes shops. Comment c'est arrivé? Du coup, comment est-ce que tu as acheté ta première formation en ligne? Est-ce que ça a été naturel pour toi? Est-ce que ça a été 8 milliards de questions qui se sont posées? Est-ce que tu as procrastiné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois? Est-ce que. Non, je crois que c'était assez naturel. C'était une formation Amazon FBA qui était assez nulle, si je m'en souviens bien. C'était qui? Je m'en souviens plus. Je crois qu'il a disparu, De la complètement de circulation? la circulation. Euh, C'était pas ouf, mais ça a été un premier pas. Après, je me suis rendu compte que Quelle année du coup? c'était, je pense, que c'était 2016. C'est ça, c'était Dans les peut-être premières alors. Hein. été 2016. T'avais quel âge? Du coup, j'avais 18 ans. 19 peut-être, non 18. Et à ce moment-là, se former sur Internet, acheter une formation en ligne, ça te. Non, ça me paraissait ok. Ouais, je me suis pas trop posé de questions en fait. Quand tu lisais le livre d'Olivier, bah, ça faisait partie Ok. des choses qu'il T'avais donné recommandait. raison à Olivier, Voilà. tu croyais en ce qu'il racontait, Exactement. donc tu suivais le chemin. Exactement. C'était combien d'argent du coup ta première Je formation? pense que c'était quelques centaines d'euros, j'aurais pas 200 peut-être ou 197, un genre de prix. Et bon, il y avait de l'argent, tu avais de études. J'avais un peu d'économie, ouais, et ça allait là-dedans. Au final, je me suis rendu compte que pour faire du Amazon FBA, c'était, fallait investir surtout sur un produit et faire du stock, passer beaucoup de temps. Je pense que je manquais un peu de patience, je m'attendais à devenir riche en 3 mois. Qu'est-ce qui t'a fait avoir cette croyance? Bah, ça avait l'air facile dans le livre. Quand Olivier le raconte, ça a l'air facile. C'est des choses, regarde lui, il fait ça et il gagne tant. Et toi, t'es, moi aussi, pourquoi pas, je peux vendre un genre de truc et ça, je vais faire encore plus. Ok. Et au final, j'ai pas fait d'Amazon FBA. Je suis tombé sur c'était tout début du dropshipping à l'époque. Et je suis tombé sur une formation de Léo Guillot, du coup, que j'ai prise. Le frérot. Exactement.
Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et du coup, en combien de temps tu as appliqué la formation? Est-ce que ce passage à l'action de lancer l'activité, ça a été long? Est-ce Ça que... a été, tu vois, j'ai dû acheter ma formation Amazon FBA en l'été, si je dis pas de bêtises, ça devait être juin ou juillet. Il y a eu quelques mois où je commençais à m'intéresser, à voir, à discuter avec des fournisseurs et tout, pour me rendre compte qu'au final, c'était pas pour moi. Et genre, si je dis pas de bêtises, début septembre, j'achète la formation de Léo Guillot et je commence à essayer de faire mes sites de mon côté. Directement. Ouais, Passage à l'action instantané. voilà, Shopify, tu fais ton site qui est pas ouf au début, on va pas se mentir. Les thèmes gratuits et tout, voilà. En combien de temps tu fais ta première vente? Je pense que ma première vente, je crois que mon premier shop, il a fait une première vente, mais c'était absolument pas rentable. Quelques semaines au final, le temps de monter un shop qui était à peu près OK, qui me paraissait magnifique à l'époque, mais au final, pas ouf. C'était des montres, vraiment très originales. Et voilà, une vente, mais pas rentable, avec du Facebook Ads. Quand tu vois la vente passer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? J'avais les notifications sur mon portable à l'époque, du coup. Un petit moment d'excitation en mode, putain, c'est une blague. Oh, il y a un truc, il y a un mec qui a acheté, c'était peut-être 60 euros, et voilà. Ça fait plaisir. C'est quoi les croyances? C'est quoi la sensation quand tu découvres ce business-là? Est-ce que ça te paraît OK, possible? On n'a pas dit ton âge au fait? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans, donc effectivement, tu es quand même plus jeune et donc tu viens d'une génération un peu différente aussi. Genre l'e-commerce, ouais, pas de problème. Pourquoi pas gagner de l'argent sur Internet? C'était pas particulièrement un frein pour toi. L'e-commerce, devenir e-commerçant, est-ce que tu arrives à te projeter, te mettre dans la case ou est-ce qu'au contraire, il y avait ce truc de est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça a vraiment marché? Je pense que c'était entre deux parce que, si je dis pas de bêtises, en 2016, il y avait peu de personnes encore qui Ouais. partageaient leurs chiffres. Il n'y avait pas des gens tels les Yomi qui faisaient des millions et tout. Il y avait des gens qui faisaient peut-être quelques dizaines de milliers d'euros sur l'année. Il y avait en francophonie, Si je dis pas de il y bêtises, avait personne ou il y avait 2-3 mecs qui partageaient des screens à 500 $ jour et c'est voilà, tout c'est quoi. ça. Pour moi, Léo, c'était la première formation que j'avais vu passer. Ouais. Et Il faisait voilà. beaucoup de pubs ce con. Voilà. Ouais. Et Déjà à du coup, l'époque. c'était un entre-deux, quoi. Je m'attendais pas. Pour moi, c'était gagner 5-10 000 euros par mois, voilà, maximum. Mais du coup, ouais, tu te dis Ouais. c'est possible, ça a Bah, marché. C'est mieux que les peut-être 1500 euros que j'aurais gagné à l'armée et sans bac, enfin avec juste un bac, sans études, j'aurais pas pu gagner beaucoup plus en tenant un emploi normal, quoi. Donc tu te dis que c'est disponible pour toi, que c'est possible, que ça va marcher et tu vas Ouais, à fond quoi. j'y vais. Qu'est-ce que dit ton entourage à ce moment-là quand tu dis voilà, je vais devenir entrepreneur, je vais acheter une formation et je vais me lancer dans le dropshipping? Ils étaient pas trop chauds, on va pas se mentir. Euh, Bah, ça fait un peu peur, quoi. Je pense pour mes parents, ils avaient. Ils voulaient que tu reprennes les études, ils voulaient quoi? Je pense qu'ils voulaient plus que je rentre dans un. Peut-être pas des études, tu vois. Ils avaient peut-être compris que c'était pas pour moi, mais que je trouve un boulot et que je fasse comme monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Et quand tu leur dis, bah, je vais faire un truc sur Internet, ça a marché, je vais acheter des montres en Chine et les revendre plus cher en France, ils sont, mais si ça marchait, ça serait connu. Voilà. Ok. C'est la réponse de base. Voilà. Si ça pouvait fonctionner, ça se saurait quoi. Exactement. Ouais. Pourtant, c'est ce que font les mecs qui font du business en Chine depuis des années, hein. Exactement. Mais bon. Mm. À ce moment-là, du coup, c'est quoi tes compétences? C'est quoi ta connexion avec informatique, avec le web? Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce qu'il va falloir apprendre? Et quelles sont les premières galères, du coup, sur lesquelles tu vas tomber? Bon, moi, j'avais pas trop de compétences, je me débrouillais avec un ordi, quoi. Je pense comme tous les gens de notre génération. Et du coup, bon, à Shopify, tu bidouilles un peu au début, après, c'est facile à prendre en main. Tout est assez simple au final. Facebook Ads, c'est aussi assez intuitif. Tu connectes ton Stripe, tu fais 2-3 galères. Je pense que Facebook Ads, c'était plus simple avant. Tu peux permettre de faire plus d'erreurs sans te faire bloquer. Voilà, il n'y a pas eu trop de. Je me souviens pas trop de galères. Quelques montages photos avec des logiciels gratuits un peu éclatés. Mais à part ça. Et du coup, c'est la formation dans laquelle tu vas tout trouver ou tu vas devoir te former ailleurs, d'autres vidéos, acheter d'autres cours? Bah, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai galéré pendant 3 ans. Et du coup, j'en ai acheté au final des formations. J'ai dû acheter peut-être 2 ou 3 autres formations drop avant de vraiment pouvoir faire de la thune. Et qu'est-ce qui a changé jusqu'à temps que tu as fait de la thune au final? Je pense Est-ce qu'il y avait des informations différentes? Est-ce que tu as travaillé de façon différente? Est-ce que tu as fait des choses différentes? Il y avait des informations différentes. Léo, il appuyait beaucoup sur le back-end, si je dis pas de bêtises. Mais au début, passer du temps à monter un back-end, des emails et tout, alors que tu n'as pas de clients, c'est peut-être une erreur. Après, j'ai compris qu'en fait, le produit, c'était le plus important. Et qu'au final, si tu n'as pas de produit winner, bah, tu vas faire pas beaucoup d'argent.
Et que le jour où j'ai compris ça, du coup, il m'a quand même fallu 3 ans pour comprendre ça. Ah ouais? Ouais, Qu'est-ce qui se passe pendant 3 ans? C'est beaucoup de. T'es assez bas et pas beaucoup, des fois très bas. Et tu remontes un peu. Enfin, émotionnellement, c'était pas facile. Il y a des périodes où tu travailles, t'es méga motivé, tu travailles toute la journée, 7 jours sur 7. Et il y a des périodes où tu travailles 3 heures par jour parce que t'as aucune énergie, t'es pas motivé parce que tu te prends claque sur claque. Tu fais des résultats, t'abandonnes jamais, tu vas trouver un boulot à côté, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'avais besoin d'argent, je trouvais un boulot, mise en rayon, enfin des trucs comme ça, ménage chez les voisins, enfin ce genre de choses. Et sinon, ça a mis, je pense que j'ai dû créer entre 25 et 30 boutiques dans ces 3 années et 25 et 30 claques. Avec, Tu dépensais quoi, 500 000 euros par boutique à chaque fois ou- non, je pense que je dépensais moins. Je pensais quelques centaines d'euros. C'était des monoproduits. Je montais ma boutique. Je dépensais 100, 150 euros. Ça se cassait la gueule. Tu faisais des ventes quand même à chaque fois? Non, je dis pas de bêtises. La première vente que j'ai faite, c'était avec ma première boutique. Et après, ça a fallu du temps avant de refaire une deuxième vente avec une autre boutique. J'ai testé les influenceurs. Ça n'a pas marché. Ouais, ça a mis du temps. 25 boutiques. Ouais, je pense après, dans ce taux-là, j'en lançais des fois, je mettais 3 jours pour en faire une, des fois 3 semaines, ça dépendait. Et ta famille pendant ces 3 ans, ils disent quoi? Ils forcent un peu, tu vois, mes parents, ils voulaient pas me forcer à faire quelque chose. Mais bon, quand il y a ton gosse qui est là et qui fait des trucs bizarres dans sa chambre, t'as un moment, t'en as marre, quoi. 3 ans. Ils mettent la pression, ils font bon, bah, on va se faire payer un loyer, il faut payer la bouffe. Et toi, t'es là, bon, t'as pas d'argent, tu vas pas faire grand chose, quoi. Tu vas pas payer. Tu mets tout ton argent dans la pub Facebook, dans Shopify. Je faisais beaucoup de vélo à l'époque. J'ai dû revendre mon vélo pour financer justement ça. Voilà, j'ai tout mis, tout mon argent, tout allait là-dedans. Il n'y avait pas de vacances. Et t'as jamais perdu confiance? Tu t'es dit que ça allait marcher? Ah, il y a des moments quand même, il y a beaucoup de doutes qui s'installent. Mais ouais, bah, c'était un peu. Je voyais pas d'autre solution. Du coup, il n'y avait pas de plan B. C'était ça. Il fallait que ça marche. Comment est-ce que tu gardais cette motivation up? Est-ce que tu as connecté avec des gens? Est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que tu travaillais tout seul? Comment ça s'est passé? Ah, je suis plutôt solitaire, du coup, ouais, j'ai travaillé 100% tout seul. Allez, à part quelques messages échangés sur des groupes Facebook, finalement, toujours tout seul. Et t'étais déter, t'as rien lâché. Ouais, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui se passe du coup à un moment donné? Est-ce que tu craques le code? Est-ce que tu comprends comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Bah, le jour où je comprends que le produit, c'est la vie, c'est vraiment ce qui compte le plus. Ouais. Je découvre AdSpy, je paye les 99 euros par mois, ce qui faisait mal quand t'as pas d'argent. Et au final, en quelques semaines, je lance 3 boutiques avec monoproduits qui marchent. Enfin, il y a peut-être eu des échecs entre temps. J'ai lancé une boutique par jour, je m'en souviens. Et il y en a 3 en peut-être 2 semaines qui sont rentables. Et du coup, il y a les premiers centaines d'euros qui arrivent, premiers 1000 euros. Et je dis pas de bêtises, en 3 semaines, je fais peut-être 12 4 CA et 3 4 000 euros de net. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Là, c'est cadeau de la vie. T'es là, tu vas voir tes parents, tu fais bah voilà, c'est possible. Voilà, j'ai fait votre salaire en 3 semaines depuis ma chambre. Et ouais, ça fait plaisir. C'est un petit nuage. Et est-ce que du coup ce nuage va continuer? Est-ce que tu vas redescendre sur Terre? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que je vais descendre sur Terre très rapidement parce que du coup, au bout de ces 3 semaines, je me fais bloquer sur Facebook. Et du coup, bah voilà, le petit paradis il disparaît parce que tu es là, tu as ton premier business manager bloqué, tu en crées un autre. Il dure à peu près 2 jours, il est bloqué lui aussi. Tu contactes Facebook, ça marche pas, il n'y a personne qui te répond, message automatique, vous n'avez pas respecté les policies, salut, terminé. Du coup, bah, tu sais pas quoi faire. Tu es là, tu as gagné 4000 euros, tu crois que tu es hyper riche du coup, parce que. Mais. Parce que ça fait 12 000 de CA en un mois et donc du coup tu te dis mais c'est bon, je gagne 10 000 euros par mois. Ouais, exactement. Et, mais il n'y a plus de Facebook et du coup, bah, tu sais plus comment faire. Parce que depuis le début, tu faisais du Facebook Ads. Et du coup, je pense que c'est parfaitement bien tombé parce que il y a la première formation Google Ads, je crois, qui sort en français à ce moment-là. Et du coup, je la prends. Et là, il faut à peu près 2 mois et demi. Je crois que c'était début septembre que je me fais bloquer Facebook. Et début novembre, je lance un nouveau shop. Et là, sur Google Ads, du coup. Et là, ça commence à faire de l'argent. Avec la même vision, monoproduit, machin. Non, c'est un multiproduit.
assez brandé. Et je commence à faire mes pubs petit à petit. Il n'y avait pas de concurrent à l'époque sur ma niche. Et ça marche. Ça fait quelques ventes. Je mets le budget, j'ai pas beaucoup d'argent. Du Dans coup, quelle année à ce moment-là? si je dis pas de bêtises, on est en 2019. C'était novembre 2019. Et du coup, premier Q4. Exactement, donc premier Q4. Du coup, je lance mon shop, ça devait être début novembre. Ça fait peut-être 5 000 euros net jusqu'à la fin du mois de novembre. Et je dois faire 25 ou 30 000 au mois de décembre net. Là, c'est next tape. De revenus, de bénéfices. Ouais. Je devais Combien de peut-être chiffre faire d'affaires? 60 000 et quelques. Je margeais beaucoup. Je vendais mes produits peut-être 5 fois ou 6 fois plus cher. Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Le renouveau sur un petit nuage qui fait plaisir. Et au final, Ça commence à faire beaucoup d'argent aussi, 60 000 euros, 70 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que ça te fait peur les chiffres? Est-ce que ça t'excite les chiffres? Ça faisait peur un peu parce que je pense que mes parents me faisaient beaucoup peur. Ils me disaient ouais, imagine tous tes clients te demandent un remboursement quand tu vas faire. Au final, tu vois l'argent qui rentre et ça fait plaisir. C'est un peu le travail qui paye enfin. Ouais. Et je mets tout de côté, je dépense absolument pas. Je vais chez mes parents, j'en profite. Donc je dépense absolument 0 euros. Tout part de côté. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce shop-là, au final, après le Q4, il est plus trop rentable. Je le coupe fin janvier, si je dis pas de bêtises. J'essaie de relancer un ou deux shops sur Google Ads après. C'est break-even. Du coup, ça dure pas. Après ça, il y a le Covid. Premier confinement. Et là, pendant le confinement, pas de distraction. 100% focus. Et du coup, je relance Shop sur le sport? un shop sur la même niche Ok. qui avait marché, mais en mieux, en plus poussé. Et là, ça a vraiment été le début du gros argent. C'est-à-dire? Bah, c'était quoi? C'était fin mars, début avril, si je dis pas de bêtises. Et très rapidement, un cas net par jour. Et ça dure jusqu'à la fin du premier confinement. Et après, ça se stabilise à 500 euros net par mois jusqu'au début du Q4. Et donc au total, ça va faire quoi? Au final, je termine Q4 peut-être à novembre, décembre, 200K de net. Combien de chiffre d'affaires? Je vais lui faire en tout, sur toute l'année, peut-être 700 000. Qu'est-ce qui se passe quand on génère 700 000 euros de chiffre d'affaires? Ça fait beaucoup. Je pense qu'il y a eu beaucoup de stress. Au mois de décembre, j'en souviens, je dormais pas très bien. Il y avait problème de cash flow où je pouvais pas, soit je paye mes pubs, soit je paye les produits. Je pouvais pas faire les deux. Il y avait peut-être 100 000 euros qui étaient en attente sur Stripe parce que ça virait pas en 3 jours. C'était encore, il fallait une semaine. Mon Stripe il était nouveau. Et du coup, tu es là où tu appelles tes parents pour leur demander est-ce que vous pouvez me faire un prêt parce que j'ai besoin de payer mes produits. J'ai 100 000 euros qui attendent sur Stripe, mais ils vont arriver que dans. Donc c'est le une succès et semaine. en même temps c'est beaucoup de stress. Ouais, exactement. Beaucoup de stress. Et puis au final, une fois que que Stripe verse l'argent, ça redescend et là, tu peux profiter. Comment est-ce que tu te sens quand il y a un succès plus retentissant? Avant, on avait gagné 25 000 euros, ce qui était un excellent trimestre, mais ça restait des petits chiffres. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en rends compte? Tu t'en rends pas compte? Je Est-ce pense que que ça tu viens de amène voir que tu viens de gagner le salaire d'un PDG d'une grosse entreprise du CAC 40 à l'année ou pas? Je pense que ça met longtemps à s'en rendre compte. Je vis toujours assez modestement. Je prends des petits apparts. J'avais quitté la France. Je vivais un peu en Europe, je voyageais. Ok. Je prends un petit appart, salle de muscu, je mange et terminé. Tu vois, je dépense quasiment rien. Et je fais pas T'as trop quitté attention. chez tes parents du coup à ce moment-là? J'ai quitté mes parents juillet 2019. Non, 2020 du coup. Juillet 2020. Donc quand ça commençait, Ça commence à marcher. après le Covid, Voilà, quand ça commençait les frontières réouvrent, on peut à peu près prendre l'avion. Et du coup, je pars en Europe faire un peu le tour. tu voyages, tu profites de Exactement. ce statut de nomade digital. Exactement. Ok. Toujours tout seul, Tout seul. toujours Ouais. pas d'associé, toujours Pas pas de d'associé. partenaire, rien. Du tout. Ok, dans ta bulle. Ouais. Et donc du coup, comment va changer ton entourage? Que ce soit tes parents, que ce soit tes potes, que ce soit même toi parfois, peut-être ton regard auprès de ton entourage. Après ces 3 ans de galère, après un petit peu d'argent, là d'un coup beaucoup d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'ils prennent mes parents, même mes potes.
Je pense qu'on me l'a jamais dit, tu vois, mais tu as du mal à prendre au sérieux quelqu'un qui arrête ses études, qui fait un truc. Je parlais très peu de ce que je faisais, parce que même moi, j'avais un peu un doute de ce que c'était, tu vois, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était viable ou pas. Et du coup, bah, c'était un peu un flou, les gens, ils savaient pas trop ce que je faisais. Et du coup, je pense que beaucoup de gens pensaient, bon, il fait des trucs bizarres dans sa chambre, et voilà, à un moment, ça lui changera, il changera, et puis il retournera à la normalité, quoi. Ouais. Et là, je pense que une fois que bah, ils voient que tu peux faire plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, ils te prennent plus au sérieux et tu redeviens bah, normal. Enfin, tu es capable de vivre ta vie normalement et voilà. D'accord, donc en fait, c'est juste, ouais, bon, il a trouvé un truc qui marche et c'est OK pour Voilà. lui, mais genre, c'est normal quoi. Rien de. Ils sont pas au courant des chiffres, ils sont au courant des chiffres. Si, ils sont au courant des chiffres. Ils sont au courant des chiffres, même mes parents sont en mode ça sert à quoi tout cet argent? OK. Voilà, avoir 3 000 € par mois, 4 000 € par mois, c'est bien, mais après, plus, ça sert à quoi? Qu'est-ce que OK. tu vas en faire? Je vois pas pourquoi tu travailles autant. Voilà, c'est toutes ces questions qui arrivent. Et je commence à ressentir un peu l'écart que ça crée, plus avec mes potes d'enfance, Mhm. qui eux sont toujours étudiants, et toi, tu as 200 000 € sur ton compte. Et Comment tu vis d'avoir 200 000 euros sur ton compte? bah, j'utilise pas, je suis peu dépensier, tu vois, du coup, ça fait plaisir. Mais voilà. Mais ça fait juste. T'accroches moins d'importance du coup à petites dépenses qu'un étudiant va faire très attention à ce qu'il Normal, dépense. ouais. Et toi, bah, si tu dois payer ça, tu le payes. Si pour passer en vacances, tu dois prendre un chalet, tu le payes. Et puis voilà, je me pose pas toutes ces questions. Et du coup, je commence à sentir un fossé qui se crée avec mes potes. Avec tes potes. Ouais. Quand est-ce que tu vas vraiment commencer à te sentir comme étant un entrepreneur? Je pense le moment où je suis parti de chez mes parents. À ce Quand, moment-là. quand t'habites chez tes parents, bah, t'es toujours un peu le gosse qui habite chez ses parents. Enfin, on va pas se mentir. T'as beau être majeur, c'est maman qui fait tes courses. Même si c'est moi qui me faisais à manger, qui vivais à peu près ma vie comme je voulais. Bah, t'habites toujours chez tes parents, quoi. T'es toujours un peu un gamin. Il y a un moment où tu pars, où tu voyages, tu vis ta vie. Là, tu te sens entrepreneur Ouais, à ce moment-là. exactement. Alors justement, qu'est-ce que tu penses qui a changé dans ta tête, dans ta vie, à ce moment-là où ton business en ligne a commencé à t'amener suffisamment d'argent pour être libre? Les possibilités. Genre, on commençait à voir bah, des énormes chiffres qui arrivaient, des Yomi qui faisaient 1 million d'euros en 24 heures. Et là, tu fais wow, je fais un KDI, 1 000 € net par jour, c'est rien du tout. Le mec, il fait 1 million. Tu fais, là, tu vois, ça te casse des plafonds de verre que tu avais. En fait, il n'y a pas de limite. Ok. Le mec, il fait 1 million, il a probablement qu'il en fait 10. Et ça va continuer. Et encore une fois, pourquoi pas moi? Et Exactement. j'ai envie moi aussi de le développer. Du coup, ça a cassé pas mal de barrières que tu pouvais avoir ou que tu pouvais te mettre et des possibilités que ça ouvre. Et dans ta vie au quotidien, qu'est-ce que ça a changé? Ou dans ta vision de toi-même, tes croyances par rapport à toi-même? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que tu vis des changements à ce moment-là? Ouais, je pense que je vivais beaucoup. J'étais assez insécure, peur de manquer. Et du coup, je travaillais beaucoup pour accumuler et ne pas manquer, justement. Et après, une fois que tu as 200 000 €, tu peux plus vivre comme ça parce qu'en fait, tu n'as plus d'insécurité, quoi. Tu es OK. Et ce qui te drivait jusqu'à maintenant, bah, tu l'as plus. Et genre, cette énergie que tu avais, cette peur de manquer qui te poussait à travailler tous les jours et tout, elle est plus là. Parlons-en maintenant du coup. Parce qu'effectivement, c'est un shift que beaucoup de gens qui sont un peu avancés vivent. Au début, tu es déter, tu fais tout pour remplacer ton salaire pour ceux qui ont un job ou tu fais tout pour te créer une espèce de liberté financière. Ça y est, tu as 200 000 euros sur un compte. Donc clairement, payer le loyer, ça va bien se passer. Payer la bouffe, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu n'as plus de drive? Ce truc qui te motivait de ouf avant, te motive plus du tout aujourd'hui. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, ça a été tout 2021 où ça n'a pas été facile, où tu commences un peu à plus dépenser ton argent, à vivre dans plus de confort, et du coup, où la motivation, bah, elle est plus comme avant, quoi. Où avant, ça me posait pas de souci de me lever à 6 heures, prendre mon petit déj et bosser jusqu'à midi, faire mon sport, rebosser toute l'après-midi jusqu'à le soir, et puis aller dormir et faire ça tous les jours. Et là, même en essayant de me discipliner, j'étais toujours assez discipliné, difficile de rester motivé, focus et tout.
pour bosser. Qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Quels sont les résultats que tu vas obtenir du coup? Bah, je commence à m'associer avec mon meilleur pote, du coup, début 2021. On essaie de lancer des projets, mais on essaie de faire les choses différemment. On veut plus faire les trucs nous-mêmes, on délègue, vu que bah, j'avais de l'argent. Euh, je pense par flemmardise aussi, parce que j'avais la flemme de travailler comme avant. Et du coup, bah, sans surprise, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est toi qui me disais ça, quand tu es dans ta médiocrité, bah, tu arrêtes des résultats médiocres. Et je pense que j'ai passé 2021 dans ma médiocrité. Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu sors de ton trou 2019, tu crées ta liberté financière en 2020 et en 2021, t'arrives à rien faire ou presque. Ça fait un peu mal. Tu vois l'argent du coup qui était sur ton compte qui commence à diminuer petit à petit. Ça met une pression. Il y a le renouveau de cette insécurité qui réapparaît. En mode, oh bah, le zéro il se rapproche. Même si j'en étais encore très très loin. J'étais très loin de dépenser quand même des sommes énormes tous les mois. Mais ça se rapproche petit à petit. Et il n'y a toujours pas de business qui rentre, enfin qui font rentrer de la thune. Et tu es là, tu es réinvesti dans de nouveaux projets, ça marche toujours pas. Et voilà, ça a été ça toute l'année. Et à ce moment-là, du coup, c'est panique, pas panique. Comment est-ce que tu fais pour gérer? Plus en plus de stress au fur et à mesure de l'année. Au début de l'année, il y avait, j'ai la majorité partie de mon argent qui est en crypto. Et du coup, au début de l'année, il y a eu grosse phase haussière sur les cryptos qui a compensé. Et après, à partir du crack, du coup, du mi-mai, je dis pas de bêtises, là, bah, je redeviens un peu, c'est un peu ce sentiment très d'insécurité qui réapparaît, et à me sentir mal, assez stressé et tout. Et émotionnellement, du coup, comment est-ce que tu fais pour tenir? Ça allait pas très bien, je vois, dans mes souvenirs. Ça C'était allait pas pas ouf. très bien, on dirait Paul Mirabel. Ça allait pas très bien. J'étais plutôt mal dans mes baskets à ce moment-là. Ouais, il y a eu un petit, je pense qu'il y a eu à peu près un mois et demi après le crack des cryptos où ouais, je savais pas où j'allais, quoi. Où je voulais faire du e-commerce, mais j'étais pas motivé. Après, t'as un mec qui te parle de profil mimétique, t'es ah ouais, moi aussi je vais faire des profils mimétiques, ça a l'air cool. Enfin, tu commences à faire le papillon parce qu'en fait, tu veux refaire de la thune, mais T'espères croire à n'importe quel mec qui va te dire ouais, j'ai une solution miracle pour gagner de l'argent, exactement. quoi. Exactement. Justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu vas investir quasiment 100% de ton capital en crypto-monnaie, à peu près 150 000 euros, du coup, que tu vas investir avec pour objectif de faire fructifier ton capital et tu vas devenir trader amateur du jour au lendemain, ou presque. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vision? Et pourquoi prendre autant de risques? Ça faisait quasiment depuis août 2020 du coup que j'étais sur le marché des cryptos, que je regardais, que je me formais, que j'avais des formations sur l'analyse technique, les fondamentaux et tout, que je faisais à peu près les trucs sérieux. Et du coup, début 2021, Mais tu avais investi combien? j'avais à peu près, je tradais peu, j'avais 40 000 euros si je dis pas de bêtises sur mon compte, Ouais, déjà quand même. sur mon exchange, mais je prenais peu de positions. Et au final, j'étais break-even, je gagnais, je perdais, je faisais pas mal d'erreurs. Pas mal d'erreurs typiques de trader. Débutant, quoi. Ouais, exactement. Mhm. Et du coup, début 2021, je rajoute tout ce que j'ai sur mon compte, je mets tout sur les exchanges, All-in. all-in. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as pété un câble? J'ai peut-être pété un câble, oui. Je pense, il n'y avait pas de projet e-commerce qui tournait. C'était, je pense, une bonne opportunité. Je vois les marchés des cryptos qui montaient. Mais t'as confiance en toi à ce moment-là de te dire pas de problème, tout va bien se passer? J'étais formé, ça me paraissait carré la stratégie que j'avais. Et du coup, j'y vais. Je minimise les risques. Je mets très peu par position. Et j'y vais. Voilà. Et vous l'attendez la chute ou pas? Est-ce que vous l'attendez la chute? Ça a marché. Tu vas faire transformer 150 000 en 800 000 dollars en quelques semaines, quelques mois. Exactement, ouais, ça explose très rapidement. Du coup, là, c'est un peu l'euphorie. 800 000 balles. Il y a le t'imagines? million je vois le million qui est tout proche. Il est à portée de main. Et puis, C'est un rêve pour toi de devenir millionnaire? c'est pas un rêve. C'est juste des zéros sur un compte au final.
Mais c'est quand même un peu. C'est un goal, quoi. C'est ouais, je suis millionnaire et après, c'est juste des chiffres. Ça n'a rien changé à ma vie, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, beaucoup d'euphorie. Il y avait pas mal d'euphorie, mais du coup, aucune motivation pour bosser sur les projets à côté parce que bah, quand tu Parce que fais. tu as fait plus d'argent que jamais t'en arrivé toute Exactement. ta vie. Tu montes. Enfin, pour passer de 150 000 à 800 000 euros en quelques semaines, c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour qui rentrent. Enfin, ça rentre pas parce qu'au final, je revends pas. Du coup, pas vendu, pas gagné. Et voilà, je vois cet argent qui est là. Et puis, je vois toujours plus. Ah ouais, bah, je me rapproche du million et puis je me vois déjà avec 2, 3, 4, 5 millions. Parce que pour moi, le bull run, il n'est pas fini et ça va continuer. Tu nous partages la chute tout de suite ou pas? Bah, la chute, c'est simple. Hein, si je dis pas de bêtises, je sais plus dans quel ordre c'était. C'est la Chine qui interdit le minage des cryptos. Et Musk qui lâche un tweet. Oh, le Bitcoin, c'est pas ouf. Voilà. Vite fait, Bitcoin. Et moi, j'avais carrément un biais aussi à l'époque. Et du coup, j'étais oui, ça corrige et voilà, ça va remonter. Et voilà, je me passe de 800 000 euros à peu près à 250 000 dollars. Donc 220 000 euros en 2-3 semaines. Je rigole, mais c'est nerveux parce que moi j'ai vécu ça de l'intérieur. C'est tellement dur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comment tu te sens? Comment tu vois le truc? Enfin, Bah, plus d'argent que tu n'en as jamais eu et du jour au lendemain il disparaît. Moi, je pense à 800 000, je me chie dessus, je mets tout en dollars. Hein. Je suis quasiment sûr. bah, moi, je pense, c'est les erreurs que j'ai faites. Pas prise de profit, toujours voir plus. Et c'est les erreurs que du coup, bah, t'apprends de tes erreurs. Quand je ferai plus. Voilà. À 600 000 euros les erreurs quand tu as 20 ans, c'est cher quand même. Non Ça pique. Et c'est ok, comment tu vis ça à ce moment-là du coup? Ah, il y a eu quelques semaines où j'en ai pas très bien, vachement stressé. J'étais à Bangkok à l'époque, j'ai pété un câble au bout de quelques jours et je suis parti sur une île en Thaïlande pendant un mois parce que ça allait plus, pour changer d'air et puis D'ailleurs, il y a un truc intéressant aussi, c'est que du coup, tu as 90% de ton capital, 95, 98% de ton capital en crypto, et t'as pas un bal, ou t'as pas un bat, ou t'as pas un euro. Comment est-ce que tu vis ça, le fait d'être pauvre en fiat et d'être blindé sur tes comptes? Plusieurs fois, je sais qu'il y a eu des coups de frustration, des choses comme ça. Comment tu vis ça? ça serait, je pense que c'est là où devient l'insécurité, c'est parce que je prends beaucoup de risques avec les cryptos et j'ai pas d'argent sur mes comptes. Et pour moi, l'argent en crypto, c'est différent que l'argent sur mes comptes. Enfin, la valeur, même si c'est la même somme, c'est pas pareil. Et du Oui, coup, ça vous est tous arrivé. Vous avez payé une transaction sur une blockchain Ethereum qui vous a coûté une blinde. Vous avez cliqué comme si c'était rien passé, alors que des fois, pour payer un café 5 euros, t'as vomi. Exactement. Voilà, Ouais. quand tu payes 300 dollars tes fees de transaction sur Ethereum, t'es OK. Alors que bah, payer les 28 centimes de transfert sur Wise, oh, ça fait chier. Ça n'a aucun sens. Exactement. Et du coup, ouais, un peu stressé. Je commence à sortir un peu d'argent des cryptos pour mettre sur mes comptes. Là, pour pouvoir vivre, parce qu'il n'y a, y a pas de business qui tourne et il n'y a plus d'argent sur les comptes. Comment est-ce qu'on vit ça? Il n'y a plus d'argent. J'étais à presque 1 million il n'y a pas longtemps. Ça fait mal. Ça fait mal, retour à la réalité, quoi. Et faut encore dépenser parce que du coup, il faut réinvestir dans d'autres projets e-commerce. Si tu veux que, bah, si un jour je veux un business, bah, faut quand même mettre de l'argent sur la table. Et en même temps, il y a toujours cette partie de moi qui est en mode, j'étais presque 1 million. Quand ça repart, j'y suis, quoi. Je veux y être et j'ai appris de mes erreurs. Et donc, je vais toujours garder C'est maximum de mon. intéressant, tu dis retour à la réalité. Est-ce que c'était pas la réalité? Est-ce que c'est une autre réalité? Est-ce que Bah, tu étais dans un rêve? j'étais sur un petit nuage, quoi. Pour les erreurs de base du trader, c'est les émotions. Et j'étais très émotionnel. Et du coup, bah, avec un biais haussier comme j'avais, bah, je pouvais pas voir que ça commençait à puer la merde. Et au final, quand tu regardes, bah, ça sentait. Ça sentait, si j'avais plus fait attention. J'avais déjà des cryptos qui avaient beaucoup baissé avant le crack. Le Bitcoin ne se sentait pas très bon depuis quelques semaines déjà. Donc il y avait des choses, des indicateurs. Mais moi, bah, aveuglé. Ah, mais t'étais tellement persuadé que tu me persuadais moi aussi. Hein, à J'étais ce moment-là, d'ailleurs. aveuglé. Moi,
Moi, je disais non, Bullrun va continuer. Guillaume, il est à fond. Le gamin, il a fait 150 à 800 et il me dit ça va monter. Moi, ça va monter. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais là, non, le type est un génie. C'est le niveau Elon Musk, tu vois. Bon, bah, 300K. Ça redescend à 220, quelque chose. Ouais, ça remonte. Après, il y a un rebond technique, ça remonte et je me retrouve peut-être à 300, 350 en juillet, quoi. Voilà, puis je commence à sortir de l'argent pour vivre de ça, quoi. Bah, pour payer mes hôtels et la vie, le coût de la vie. Parlons-en un petit peu de ça, de cette amélioration du coût de la vie et de ce nouveau lifestyle qu'on s'offre. Tu as vécu 6 mois dans un hôtel 5 étoiles. Effectivement, il y a eu un petit craquage quand On, je suis arrivé en on Thaïlande. sort de chez papa-maman et on vit 6 mois dans un hôtel 5 étoiles alors qu'on n'a aucun business qui tourne. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à dépenser entre guillemets autant d'argent alors que tu n'as pas été habitué à ce niveau de luxe, ou ce niveau de besoin ou ce niveau de nécessité? Et quand en plus, moi je te dis, ben non, on va prendre un appart dans la tour où moi je vivais, machin, il y a la piscine, il y a la salle de muscu, il y a le machin. T'as acheté l'appart, t'as le contrat et t'y vas pas parce que c'est trop éclaté à ton goût. Ouais, je commence à avoir des goûts un peu plus luxueux, on va pas se mentir. Et du coup, je voulais un appart dans un hôtel. Et je voulais pas de contrat en fait, je voulais pas être engagé sur 6 mois, un an. Et du coup, je me retrouve à trouver un truc sur internet. Je fais visiter, c'est cool, c'est assez cher, peut-être 2 ou 3 fois plus cher que ce que je comptais mettre à la base. Mais c'est cool et au final, je fais ah bah je suis riche, du coup ça passe. Et du coup, je me mets à payer 3 000 euros par mois pour vivre dans un hôtel 5 étoiles à Bangkok. Et c'est comment? Bah c'est cool, on va pas se mentir, voilà, habiter dans un hôtel, c'est quand même sympa. L'hôtel est cool, les gens sont cool. Il y a toujours plus de confort, du coup, toujours plus de flemme pour travailler, mais c'est cool. Explique à tout le monde, parce que je pense que tout le monde n'est pas conscient de ça, de à quelle vitesse t'augmentes tes dépenses mensuelles, t'augmentes ton lifestyle. Bah c'est simple, quand je vivais chez mes parents, je dépensais zéro. Mes parents me payaient à manger, payaient ma salle de sport, c'est à peu près mes seules dépenses que j'avais. Ça s'arrêtait là. Quand je commence à partir voyager, je dépense maximum 1 000 euros par mois en booking, Airbnb, je fais très attention. Après, à manger, très simple, salle de sport, ça s'arrête là. Et là, j'arrive en Thaïlande, j'ai dépensé 15 000 euros dans un visa. Je paye 3 000 euros par mois de loyer, du coup. Salle de sport et manger, ça s'arrête là, voilà. Mais je dépense à peu près 5 000 euros par mois. Donc je passe de peut-être en quelques mois, si je dis pas de bêtises, du coup en juillet, je vis encore chez mes parents. Et février de l'année d'après, je passe de 0 à 5 000 euros par mois de dépenses. Et surtout que, est-ce qu'aujourd'hui tu vivrais dans des conditions, est-ce que tu revivrais dans des conditions down? Est-ce que tu serais capable d'abaisser ton lifestyle? Est-ce que tu... Si c'était absolument nécessaire, oui. Actuellement, j'ai pas l'impression que ce soit absolument nécessaire, du coup je le fais pas. Mais il va falloir le faire parce que ça continue à dépenser 5 000 euros par mois alors qu'il n'y a aucun argent qui rentre. Ça va poser souci un jour. Ouais. Justement, parle-nous de ton expatriation en Thaïlande. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça s'est fait? Comment tu as vécu ça? Bah du coup, vu que moi, j'ai galéré pendant quand même 3 ans, j'ai eu le temps un peu de... Je savais que je n'allais pas continuer en France. Et j'ai eu le temps un peu de faire un avis sur pas mal de pays. Donc au début, il y a eu Malte. Tout le monde allait là-bas. J'étais ouais, pourquoi pas. Mais bon, habiter sur un petit caillou, là, je faisais... ça a l'air chiant en fait. Et du coup, il y a eu Dubaï aussi, Panama, Thaïlande. Et puis au final, c'était Thaïlande qui cochait le plus de cases. Et du coup, je décide d'aller partir là-bas. Alors, tu décides quand même d'acheter ton visa à 15 000 euros avant même de visiter. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais dépensé autant d'argent de ta vie. Là, tu dépenses 15 000 euros dans un visa, alors que quand on vient de France, on ne sait même pas ce que c'est qu'un putain de visa. C'est Tu n'as vrai. pas vécu la problématique et tu décides de mettre de l'argent sur la table, de dépenser cet argent et de partir et de faire le truc. Bah, je veux partir. Dans ma tête, c'est Thaïlande. Ça va être que ce soit 15 000 euros, même si je reste que 1 ou 2 ans, ça sera intéressant. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne expérience. Je vois plus ça comme un challenge. Partir vivre tout seul à l'étranger, s'expatrier. T'as même pas de gens là-bas sur place, t'as pas de contact, t'as Du rien, tout. t'as aucune info. Du tout. J'ai juste les formations de
Julien d'Ozai TV, formation expatriation avec ce qui m'a permis en gros de me débrouiller, ouvrir ma société, pour avoir mon visa et puis voilà. Et après on se débrouille. Et on y va. Ouais. Comment ça se passe du coup? Bon, ça se passe plutôt bien quoi. C'est avec Covid du coup, j'arrive quarantaine, 2 semaines, Sympa. 2 semaines dans un hôtel, voilà. Et puis après, arrive à Bangkok, découverte du pays, puis voilà. Découverte du pays, du coup, qu'est-ce qu'on découvre de ta petite campagne village de 1000 habitants à Bangkok? Ah, c'est géant. Des buildings, je m'en souviens, je regardais le ciel, c'est énorme. Il y a des buildings à perte de vue. C'est la jungle, il y a des gens partout, des bouchons tout le temps, des bruits tout le temps. Du coup, au début, c'est un peu too much. Mhm. Puis après, on s'habitue au final. Et alors? Content? Très content. Le kiff? Ouais, j'adore la Thaïlande. Les femmes en Thaïlande, c'est comment? Mitigé. C'est-à-dire? Après, c'est mon expérience. Tu pars célibataire déjà? Ouais. Je pense que ça manque un peu à mes yeux, de culture. Il y a les discussions sont assez simples avec les femmes que j'ai rencontrées. Il y a toujours ce problème de pouvoir d'achat. Voilà, le salaire moyen en Thaïlande, enfin le salaire minimum c'est peut-être 10 000 bahts, ça fait quoi? 260 euros. Le salaire moyen c'est peut-être 20 000 bahts, ça fait 500 et quelques euros. Donc quand tu payes un loyer à 3 000 euros par mois, il y a quand même déjà une petite différence qui se fait sentir et il y a toujours cette idée dans ta tête, est-ce qu'elle est là pour moi? Est-ce qu'elle est là Est-ce que pour... tu te fais faranguer? Exactement. Est-ce que tu te fais faranguer? Au final, je pense pas. Je suis très ok pour. Je paye quand j'invite. Après, souvent je les revois pas parce que je suis pas très intéressé au final. Ok. Y a pas de. Ça accroche pas. Et du coup, c'est facile? Les femmes thaï? C'est même peut-être trop facile. Ok. Ça en devient ennuyeux. Presque. Ennuyé. J'aime bien le challenge et du coup, quand c'est trop facile, y a pas de challenge. En 2021, du coup, tu vas découvrir le développement personnel un peu par la force des choses. Je pense que tu l'avais peut-être déjà découvert avant, durant ces 3 ans de désert. Est-ce que tu regardais des vidéos de motivation? Je sais pas quoi. Est-ce que tu lisais des bouquins? Ouais. Quel a été un peu le rapport au dev perso et comment tu as géré du coup ce trou, littéralement, d'un point de vue émotionnel, cette galère et ce travail de développement personnel peut-être plus intense que tu as vécu en 2021? Ouais, du coup, j'ai toujours lu, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, lu des livres, que ce soit business, développement perso. Même si, au final, la vie, j'ai pas trop appliqué dans ma vie. Il n'y avait pas de nécessité. Au final, c'est vraiment en 2021 où je commence à me prendre des vraies claques émotionnelles. Et du coup, ça s'est imposé à moi. Faire du dev perso plus sérieusement. Et du coup, comment ça s'est fait? Comment ça s'est matérialisé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vécu? Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai contacté un mec qui s'appelle Enzo. Et je lui ai demandé est-ce qu'il voulait être mon coach. Et du coup, voilà, c'est commencé comme ça. Toutes les semaines, coaching avec toi. Et du coup, quels ont été les problèmes? Comment est-ce que comment est-ce que tu as ressenti ces problèmes de dev perso dans ta vie? D'accord? Et qu'est-ce que tu as appris sur toi ou qu'est-ce que tu as vécu? Tu vois, quelles ont été quelle a été la transformation finalement? Au début, j'ai un gros problème, très peu à l'aise à exprimer, à ressentir mes émotions, vraiment blocage. Donc, je descendais, j'allais peu de chances d'être déprimé si ça allait pas, mais presque aucune chance d'être très joyeux, pas de up et pas de down, quoi. Très stable. Tout, Une vie plate. Exactement, très très plat. Et du coup, commencer à avoir des claques parce que quand tu commences à ressentir des émotions et que tu n'en as pas l'habitude, tu te mets à pleurer, ça fait tout bizarre au début. Donc, du jour au lendemain, on va dire, tu découvres une espèce d'hypersensibilité, quoi, en gros. Ouais. J'avais déjà des gens qui m'avaient parlé, ouais, t'es hypersensible et tout. Mais là, tu commences vraiment à la ressentir. Et donc, principalement dans les downs, c'est-à-dire quand ça va pas, quand c'est la merde, t'es au fond du trou, quoi. Ouais, ça va pas. Je m'en souviens, plusieurs premiers coachings avec toi. Je me retrouve en larmes à la fin du coaching. Des trucs qui étaient jamais arrivés parce que je pensais même pas être capable de pleurer, tu vois. En mode Tu te guerrier. définissais plutôt comme quelqu'un de dur, le côté Exactement. militaire. Et le côté militaire, Je suis un homme. Oh. on pleure pas, on y va, quoi, et on s'en bat les couilles. Pas de Mhm. sentiments, des centimètres, comme ils disent à l'armée. Très fin. Dans la finesse. Exactement.
Pas de sentiments, que des centimètres. C'est pour être le slogan dans ta chambre en Thaïlande. Du coup. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et qu'est-ce que tu vas apprendre sur toi, tu vois? Pas qu'est-ce que tu vas vivre en coaching, mais voilà, si tu devais faire aujourd'hui un saut dans le futur ou revenir au contraire un saut dans le passé, quels ont été un peu les événements marquants? Quelles ont été un peu les informations clés que tu pourrais repartager peut-être aux gens qui vivent quelque chose de similaire, tu vois? Euh, C'est compliqué, hein? ouais, c'est compliqué à dire. À l'heure actuelle, la vie, elle est tellement mieux avec les émotions. Même si c'est dur à vivre des fois, c'est tellement plus pire. Même si je pense que je suis encore pas tout à fait à l'aise avec, il y a encore du chemin à parcourir. C'est quand même bien mieux maintenant. Je suis bien plus à l'aise avec, les exprimer. Et ça n'a pas de prix. C'est juste ouf. Donc on va dire mieux vivre, mieux accepter tes émotions au quotidien et Ouais, apprendre à mieux vivre avec, quoi. exactement. C'est quoi ta définition d'une tribu, Guillaume? C'est un petit groupe de personnes soudées euh, qui s'entraident et qui, je pense pas qu'ils doivent avoir les mêmes objectifs, mais qui aspirent à quelque chose en commun, au minimum une petite partie de leur vie, quelque chose en commun pour le bien de tous. C'est notre petit commando à nous, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et justement, donc tu as rejoint la tribu il y a à peu près 9 mois, un an, j'en sais rien, par extension forcément, du fait que tu travailles avec moi et qu'on travaille ensemble de façon intensive. Tu n'as jamais participé à la tribu parce que tu étais en Thaïlande et tu t'en battais un peu les cacahuètes, on va se le dire. C'est pas faux. Tu découvres du coup la tribu depuis quelques jours, quelques semaines que tu es là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Et bah c'est ouf. J'ai fait du coup, c'était quoi? C'était avant-hier. Mhm. Le call avec, tout le monde s'est présenté. Il y a plein de gens. Enfin moi qui passe mes journées tout seul, je suis assez solitaire. Bah là, rencontrer des entrepreneurs, des gens qui ont tous des parcours différents, tout âge, des gens qui sont plutôt freelance, des gens qui font du e-com, qui ont fait plus ou moins de thunes. C'est très inspirant. Et justement, donc on l'a compris, tu es plutôt solitaire depuis le début, tu as fait Mm. ton truc vraiment solitaire, tu as avancé tout seul dans les galères, dans les succès, tu as avancé tout seul. On en parlait tout à l'heure, tu t'étais associé aujourd'hui, vous avez dissous la société, vous avez dissous l'association, ça n'a pas marché forcément comme tu l'aurais espéré ou comme tu l'aurais voulu. C'est quoi justement aujourd'hui ta vision sur ce truc de travailler tout seul? C'est quoi ta vision sur le truc de travailler à plusieurs? Est-ce que tu penses que le réseau est important? Est-ce que tu penses que t'investir dans la tribu, ça va être quelque chose de positif ou pas? C'est quoi ta vision sur ce truc de tout seul ou en groupe? Je pense que je n'irai pas m'associer à nouveau aussi facilement que j'ai fait. Je pense que c'était une erreur. Je ne me suis pas associé pour les bonnes raisons. Par contre, ne pas avoir de réseau comme j'ai actuellement, et je pense que c'est un gros désavantage et une faiblesse dans mon business et même dans ma vie. Pourquoi? Bah, c'est plus dur de surmonter les épreuves tout seul. Quand tu as des gens qui peuvent t'aider, tu as des contacts, si tu as un souci, c'est quand même plus simple. Faire tout seul, c'est peut-être gratifiant pour ton ego, mais c'est quand même plus dur. Et Tu je penses pense que que c'est ton ego qui t'a isolé? bah, beaucoup de mal à demander de l'aide. Je pense que c'est un peu une partie d'ego, on va pas se mentir. Je suis pas du tout à l'aise, toujours pas à l'aise à demander de l'aide, et du coup, bah, je me débrouille tout seul. Cette fierté en mode, bah, j'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, indépendance. Mais t'es tout seul, voilà. Donc t'es tout seul quand ça marche pas, mais t'es tout seul aussi quand ça marche. Il y a personne pour qui profiter. Tu vas pas faire péter le champagne parce que t'es tout seul, c'est un peu chiant tout seul. Voilà. Qu'est-ce que tu vas changer du coup pour justement demain vivre ça différemment et peut-être t'ouvrir plus aux autres Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou pas d'ailleurs, hein? Bah, vu que je compte habiter en Thaïlande et rester en Thaïlande, je pense que je ferai plus d'efforts pour rencontrer des gens là-bas, des entrepreneurs. Parce que j'ai pas fait d'efforts, on va pas se mentir actuellement. Allez, à part une ou deux personnes que j'ai rencontrées, je connais personne. Voilà. Et ça, je pense, c'est un gros souci. C'est ce qui fait que j'ai pas l'impression d'être 100% expatrié. Parce qu'au final, j'ai pas réussi à recréer une vie Sur place? exactement comme j'avais en France. J'avais mes potes et j'ai pas de potes là-bas actuellement. Du coup, je pense qu'il va falloir travailler sur ça en 2022. Qu'est-ce qu'on apprend du coup de ce rêve? Tu sais, il y a beaucoup de gens là peut-être qui nous écoutent et qui rêvent de gagner 700 000 euros en un an et qui s'imaginent que ça va résoudre tous leurs problèmes et que ça va être génial et en t'écoutant, j'ai l'impression que parfois ça rajoute plus de problèmes qu'autre chose. C'est quoi un peu les conclusions sur ton parcours? Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que tu en gardes? L'argent, ça règle les problèmes d'argent. Et, euh, et au final, si t'es insécure, si
tu te sens insécure avec 100 € sur ton compte, ça va peut-être pas changer grand-chose. Le sentiment de sécurité va toujours être là. Et que, en gros, dis que sur ton compte, ça va diminuer, le chiffre va diminuer, tu vas te ressentir insécure. Peu importe que tu aies 100 000, 1 million, 100 millions, ça va pas aller. Du coup, s'il n'y a pas assez de travail de dev perso, bah, il y aura toujours, ça va jamais changer. Et d'un point de vue business, aujourd'hui, tu le disais, là, tu n'as toujours pas de business actif qui tourne pour l'instant. Est-ce que tu te sens 100% en confiance sur le fait de remonter quelque chose? Est-ce que du coup, il y a une espèce de peur de l'échec qui s'est mis en place parce que tu as eu des bons résultats par le passé? Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu gères ça? Il y a quand même un petit doute parce que ça fait quoi? Ça fait plus d'un an que j'ai pas de shop qui tourne vraiment comme j'avais avant. Et du coup, bah, le marché change. Est-ce que j'ai eu un coup de chance? Toutes ces questions qui se posent. Après, bah, j'ai toujours de l'argent, j'ai toujours de quoi investir. Du coup, je pense que ça va bien se passer. Mais oui, il y a toujours cette peur de retourner dans ces 3 ans de traversée du désert. Il y a ce truc où à un moment donné, tu as fait un shop qui faisait 100 € net par jour. Et du coup, c'était plus assez. Et du Ouais, coup, tu l'as pratiquement délaissé, négligé, voire de frustration, pratiquement envoyé chier alors que tu commençais à avoir les nouveaux prémices d'un nouveau projet qui pouvait durer. c'est vrai. J'avais un shop qui faisait 100 € par jour. Et ça me paraissait tellement peu. Et pour moi, c'était une insulte au travail que j'avais fait, toutes les galères, que j'ai accordé aucune attention. Parce que c'était pour moi, c'était nul. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ça a en partie détruit la relation que j'avais avec mon meilleur pote et mon associé du coup. Donc voilà, négliger ça n'a pas été facile. Ça a eu des conséquences. Et au final, bah, 100 € par jour, ça fait 3K par mois. Bah, c'est pas mal parce que quand tu gagnes 0, 3K c'est déjà pas mal. des poseurs de Paul Mirabel. Tu gagnes 0. C'est pas si mal. En tout cas, ça aurait pu être les prémices d'un truc pérenne et qui se développe, quoi. Surtout ça, Ouais, la vision. Guillaume, est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou on le devient? on le devient à mes yeux. Parce que mes parents m'ont toujours répété on est entrepreneur, on est entrepreneur. Jamais eu quelconque intention de devenir entrepreneur avant mes 20 et quelques années. Et c'est très bien passé au final. Si on te souhaite quoi pour demain? Des objectifs, C'est quoi la suite pour toi? bah, relancer des shops, déjà, ce serait déjà pas mal. Et après, moi je continue dans l'e-com, c'est ça qui me plaît. Donc faire un truc plus sérieux parce que le dropshipping, ça commence à me saouler. Un petit mot pour les gens qui te regardent? Pour les femmes de l'audience encore connectées? Pourquoi les femmes? Mais pourquoi pas? Vous êtes toutes belles. Ah, c'est beau. Guillaume, tu sais, à chaque fois, on leur laisse un petit mot de passe qu'ils doivent laisser dans les commentaires quand ils regardent l'interview jusqu'au bout. Quel est le mot-clé que tu veux qu'ils laissent sous le podcast? Vive la France. Voilà. Patriote jusqu'au bout. Exactement. Sauver la patrie en réveillant votre esprit patriote. Mettez vive la France. Du coup, si vous êtes encore connecté avec nous, on saura que vous faites partie des vrais, des seuls, ceux qui vont jusqu'au bout. Guillaume, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Comment tu te sens là après cette interview? Est-ce que c'était finalement plus compliqué dans ta tête que dans la réalité ou est-ce que c'était un exercice difficile? Non, ça va, c'était pas trop difficile. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Les amis, merci d'avoir regardé ce podcast. Merci d'avoir écouté cette conversation. Bien évidemment, mettez vive la France dans les messages juste en dessous. Laissez-nous un énorme like. Abonnez-vous. Laissez 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast. Et surtout, rejoignez la tribu. C'est notre club d'entrepreneurs sur le web qui peut vous aider à changer votre vie, à vous aider à développer votre business, mais également à vous aider à kiffer la vie, développer des relations qui ont du sens. Et puis, rejoignez-nous, le lien est juste en dessous dans la description. Laissez votre email gratuitement et vous recevrez une séquence email vous expliquant comment nous rejoindre. On ouvre les portes à chaque fin de mois. Merci beaucoup la famille. À très bientôt dans une prochaine interview. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao Guillaume. Salut Enzo.